Seulement, ce livre deuxième est subdivisé en plusieurs titres, et le titre premier s'appelle « De la distinction des biens ». Et cet article 515-14, il y avait un enjeu majeur sur le point de savoir s'il allait figurer au début du titre premier consacré à la distinction des biens, ou s'il allait figurer avant. Eh bien, l'article 515-14 figure avant le chapitre consacré à la distinction des biens. Ce qui fait que l'article qui est spécialement destiné aux animaux pour reconnaître qu'ils sont des êtres vivants doués de sensibilité est hors titre consacré à la distinction des biens, ce qui est déjà un indice fort que ce ne sont pas des biens. Alors, dans le titre consacré à la distinction des biens, l'article 516 dit que tous les biens sont meubles ou immeubles. Et vous avez toute une série de dispositions, l'article 524, l'article 528, l'article 528 qui considère que, qui définit les meubles par nature. Parmi les meubles par nature, vous aviez depuis la loi de 1999 les animaux et les objets qui peuvent se déplacer d'un point à un autre, soit qui se déplacent par eux-mêmes, soit qui puissent être déplacés par des forces étrangères. Eh bien, dans l'article 528, il n'y a plus la moindre trace des animaux. Les animaux ne sont plus des meubles par nature. Et comme les autres meubles, ce sont les meubles par détermination de la loi, je n'ai pas vu de loi qui déterminait que les animaux étaient des meubles. Donc là, il y a quelque chose de tout à fait flagrant. Et pour que les animaux, les meubles qui se déplacent par eux-mêmes, on aurait pu croire que c'était des animaux finalement. En 1804, et bien ça a disparu aussi. Donc tout a été fait pour supprimer la moindre présence des animaux dans la catégorie des meubles par nature et dans la catégorie des immeubles par destination. Alors c'est l'article 524, les immeubles par destination, les objets que les propriétaires de fonds ils placent pour le service et sans exploitation sont des immeubles par destination. Et bien là, alors il y a toute une série de choses qui sont énumérées, et l'article 524 disait, avant l'amendement de Lavagny, que sont immeubles par destination les animaux et les corps que le propriétaire a placés, etc., etc. Et bien maintenant, il y a deux alinéas. Il y en a un qui parle des corps, je ne sais pas exactement quelle est la dénomination, sont immeubles par destination. Et le deuxième alinéa, les animaux que le propriétaire du fonds y a placés pour son service et son exploitation sont soumis au régime des immeubles par destination. On confronte les deux alinéas nouveaux, un qui dit que les objets classiques sont des immeubles par destination, et l'autre qui dit que les animaux qui, dans les mêmes conditions, servent à l'exploitation d'un fonds, sont soumis au régime. S'ils sont soumis au régime, ça veut dire qu'ils ne sont pas. Et bien tout ça, ça ouvre des perspectives assez... Bon, j'espère que je n'ai convaincu personne, sinon il n'y aurait plus de place pour le débat. Alors, ce sont plus... On peut dire aujourd'hui que pour le Code civil, les animaux ne sont plus des biens. Ni immeubles par destination. Alors, le Code civil s'est bien gardé de dire ce qu'ils étaient devenus. Et c'est là que la bataille va pouvoir s'engager. Mais ils peuvent rester soumis au régime des biens sans qu'on sache ce qu'ils sont. Mais les historiens du droit que j'évoquais tout à l'heure disent que cette période transitoire-là, ça peut pas durer. Ça peut durer un temps, mais c'est destiné à prendre fin sans tarder. Alors qu'est-ce qu'ils vont devenir? Il y a un certain nombre de collègues, notamment des Niçois qui cultivent le souvenir et l'œuvre de Gérard Farjat, considèrent qu'il faudrait créer une catégorie intermédiaire entre les personnes et les biens. Une catégorie intermédiaire qui s'appellerait les centres d'intérêt. Ça, c'est intéressant, mais on ne sait pas trop comment ça marche. Eh bien, s'ils ne sont pas des centres d'intérêt, s'ils ne sont plus des biens, ils peuvent devenir des personnes. Mais alors là, attention, les personnes, est-ce que ça revient à dire que ce sont des personnes
avec le même régime que les êtres humains. Ça, c'est peut-être un petit peu dangereux du jour au lendemain, d'où une proposition que j'avais déjà formulée il y a des années, que j'actualise en fonction de l'amendement Glavany. Et les animaux peuvent être des personnes techniques au même titre que les personnes morales. La personnalité technique, c'est un outil d'une souplesse extraordinaire. Qui permet à peu près de répondre à toutes les demandes de la société civile à un moment donné. Ça permet de dépasser les contradictions liées au principe d'égalité. Pour les personnes humaines, c'est bien la moindre des choses, si j'ose dire, c'est le principe d'égalité. Pour les animaux, est-ce qu'il faut protéger de la même manière la puce et le chien ? Ça peut interroger. Eh bien, avec une personnalité technique qui n'en est pas tenue par le principe d'égalité. Autre difficulté technique. Mais oui, mais si vous donnez des droits aux animaux, forcément, quand on a des droits, on a des devoirs. Et avoir des droits, c'est avoir des obligations corrélatives. Et on va revenir au procès d'animaux du Moyen-Âge qu'évoquait Gérard Charolois tout à l'heure. Eh bien, la personnalité technique permet de sortir de cette difficulté. La personnalité technique permet de conférer des droits sans entraîner corrélativement des obligations. Il y a de nombreux exemples, un peu dans tous les domaines, et mon collègue spécialiste de droit des sociétés, Philippe Régnier, que j'ai cité tout à l'heure, a des exemples nombreux. Et cette question de personnalité juridique des animaux, dont la perspective s'ouvre en France depuis l'amendement Glavany, c'est une perspective qui se rapproche. Parce qu'il y a eu deux décisions majeures. Une qui date du 20 décembre 2014 et qui est une décision alors il ne faut pas que je donne le mauvais intitulé, c'est une décision de la Chambre du tribunal de cassation pénale d'Argentine. Et la décision la plus récente, j'ai préparé pour venir aujourd'hui, j'ai cherché des éléments nouveaux et pratiquement inédits. C'est une décision du 20 avril 2015. Vous voyez que et qui est une décision de la Cour suprême de l'État de New York. Et ces décisions, l'Argentine et la new-yorkaise, ont reconnu que des chimpanzés et une orang-outane pour l'Argentine étaient des personnes non humaines, ayant des droits interdisant, pour la version américaine, à l'initiative d'un éminent juriste qui s'appelle Stephen Wise, personnes non humaines ayant des droits, empêchant les laboratoires qui les détenaient de continuer à les détenir encore par application de l'habeas corpus. Donc ça évolue. Ça, c'était complètement loufoque. Et j'en reviens peut-être pour terminer avec l'opposition entre le droit de l'environnement et le droit animalier. J'avais participé il y a un an, presque jour pour jour, à un colloque à Nice, sur premier colloque de droit animalier d'après son organisateur, enfin peu importe, et il y avait là un éminent collègue spécialiste de droit de l'environnement qui avait réagi à l'affirmation de quelqu'un qui avait vu passer la nouvelle suivant laquelle la Roumanie se préparait à accorder le statut de personne non humaine aux dauphins. Eh bien, ce collègue éminent spécialiste de droit animalier, savez-vous ce qu'il a dit? Il a pris la parole pour dire que les Roumains, plutôt que de donner la personnalité juridique aux dauphins, il ferait mieux de s'occuper des Roms. Donc vous voyez le décalage entre le droit de l'environnement et le droit animalier. Quelques points de repère aussi en droit européen
et en droit international, pour la prise en compte de la sensibilité des animaux ou la sensibilité de ceux qui s'intéressent aux animaux sauvages. Bon, on ne peut pas aujourd'hui parler devant vous sans évoquer l'arrêt Chassagnous. Bon, ça serait un test. Qui a entendu parler d'arrêt Chassagnous parmi vous? Ça vous dit rien? Bon. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait au moins? Non, mais ils savent tous. Mais ils savent tous et bon, il va pas. Non, mais franchement. Ben oui. C'est l'arrêt du 29 avril 1999 par lequel la France a été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme parce que le système mis en place par la loi Verdale, qui faisait obligation aux petits propriétaires d'apporter leur terre. C'était une atteinte au droit au respect des biens, une atteinte au droit à la liberté d'association. Et vous savez qui a plaidé devant la Cour européenne des droits de l'homme pour faire... Bon, mais quand même. Mais oui, et vous l'aviez oublié. Alors à quoi ça sert? Il croyait que l'arrêt portait mon nom, c'est pour ça. Mais il aurait mérité. À quoi ça sert qu'il se décarcasse? Et donc là, il a montré une voie nouvelle, et ça date de 1999. La Convention et la Cour européenne des droits de l'homme peut permettre de faire avancer les choses. Alors ça a quand même eu des conséquences. Il y a eu la loi de 2000 qui n'est pas formidable, mais ça a déplacé les lignes quand même. C'est pas tout à fait rien. Et il y a d'autres cas. J'avais trouvé des décisions qui concernent le Royaume-Uni. Vous savez qu'au Royaume-Uni, du temps de Tony Blair, il y a eu une ou deux lois qui ont aboli la chasse à courre. En Angleterre, au Pays de Galles et en Écosse. Et il y avait des chasseurs traditionnels que ça désolait bien tellement qu'ils avaient saisi la Cour européenne des droits de l'homme pour faire juger que cette interdiction, cette abolition, ça portait atteinte au droit au respect de leur vie privée, à leur autonomie personnelle et au droit du respect de leur mode de vie notamment. Et la Cour européenne des droits de l'homme a déclaré la requête irrecevable en faisant valoir que l'abolition de la chasse à courre, ça participait de l'objectif légitime de protection de la morale. Et les défenseurs des animaux, d'après la Cour européenne des droits de l'homme, et pas que, nous allons le voir dans un instant, ont la morale publique de leur côté. Dernière, je pourrais même multiplier les exemples, parce que moi, mon autre casquette universitaire, c'est que je fais du droit, des droits de l'homme. Et aujourd'hui, ça ne va pas arriver, mais dans des conférences sur les animaux, il y a toujours quelqu'un qui se lève et dit « Oh oui, mais vous dépensez beaucoup d'énergie pour protéger les animaux, alors qu'il reste tant à faire pour protéger les hommes. » Et en général, je pose la question, pour répondre à la question, à la mise en cause, je dis « Et vous faites de si particulier en matière de défense des droits de l'homme ?» Souvent, c'est rien. Et puis, il y a un autre argument. Bon, là, l'idée, c'est qu'on ne peut pas protéger tout le monde, et les animaux et les hommes, mais on peut répondre à partir de Mathieu Ricard, qui a fort bien démontré que la bienveillance, c'était inépuisable. Et que c'est pas... Alors, la bienveillance, c'est le contre-plan de la bêtise. La bêtise, on croit qu'on a atteint les limites et on s'aperçoit toujours qu'il y a de nouvelles vagues qui arrivent, c'est inépuisable. C'est une espèce de combat entre la bêtise et les... Bien, donc je pourrais continuer avec la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Je vais en terminer parce que, bon, vous commencez à en avoir marre. Non, mais si, mais je sais bien. Alors pour continuer, peut-être que j'ai une vieille recette qui consiste à inviter l'auditoire à pousser un grand cri de défoulement collectif. Non, parce que ça
ça fait retomber la pression, ça... Alors, c'est un petit peu compliqué, mais on a le temps, on va essayer de le faire. Donc, il faut trouver un leitmotiv, un slogan, quelque chose. C'est... Corrida Basta, oui, si vous voulez. Bien, alors, prenons cet exemple-là. Et à 3, tout le monde va crier de toutes ses forces « Corrida Basta », vous allez voir, ça va vous faire du bien. Donc je vais déclencher le compte à rebours seulement, je ne vous connais pas, mais je sais qui vous êtes. L'expérience m'a appris que entre 2 et 3, vous allez chacun vous dire de votre côté, oui mais c'est le seul à hurler, Corrida Basta à 3, le quoi que je vais avoir l'air. Le dispositif doit être complété par une vieille institution qui existe encore et dans le Code civil et dans le Code de procédure civile, c'est le serment. Oui. Et vous allez vous faire le serment à 3, quoi qu'il arrive, même si vous êtes le seul abruti à hurler Corrida Basta, ça sera vous. Ça y est, vous y êtes là? Bien. Bah, on essaye. À 3? Oui. 1. Non, vous n'êtes pas. Là, vous n'êtes pas. 1, 2, 3. Encore une fois, peut-être, pour que ça porte jusqu'à la nouvelle municipalité. 1, 2, 3. Donc, je rappelle quand même que à Limoges, il n'y a pas de tradition locale interrompue, mais quand même, on s'échappe. Alors, j'en termine par mes arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme. Il y en a un qui peut intéresser un certain nombre d'entre vous, qui est encore tout récent. Enfin, j'espère que tout ce que j'ai dit jusque-là intéresse tout le monde d'entre vous. C'est un arrêt qui n'est pas encore définitif, à mon avis. C'est l'arrêt Guzeva contre Bulgarie du 17 février 2015. Que ça soit un arrêt rendu contre la Bulgarie, ça ne doit pas vous gêner, hein, parce que les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme, en France, ils ont une autorité interprétative. Il y a une série d'arrêts de l'Assemblée plénière de la Cour de cassation, c'est pas rien, hein, l'Assemblée plénière de la Cour de cassation, qui a affirmé le 15 avril 2011 que les États adhérents à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales comme la France, sont tenus de respecter les décisions de la Cour européenne des droits de l'homme sans attendre d'avoir été attaqués devant elle et d'avoir modifié leur législation. Et dans cette affaire-là, c'était la nécessité de tenir compte de ce que la Cour européenne des droits de l'homme avait décidé dans des arrêts qui concernaient la Turquie en matière de garde à vue. Donc que ça vienne de Bulgarie, ça ne doit pas vous inquiéter. Et cet arrêt Guzeva, mais qui n'est pas encore définitif, du 17 février 2015, a reconnu, au titre de l'article 10, le droit de recevoir des informations pour une association de protection des animaux qui n'arrivait pas à savoir exactement comment les chiens errants étaient capturés et exterminés par la municipalité. Et alors, ce qu'il y a de particulièrement remarquable, c'est que pour reconnaître ce droit tiré de l'article 10, qui est le droit à la liberté d'expression et qui est aussi le droit de communiquer et de recevoir des informations, la Cour a titré un peu plus clairement que les associations de protection des animaux appartiennent à la catégorie privilégiée de ce que la Cour européenne des droits de l'homme appelle les chiens de garde de la démocratie. Et oui, parce que les chiens de garde, ça peut paraître une expression injurieuse. Non, pour la Cour européenne des droits de l'homme, c'est l'expression la plus valorisante qui est réservée aux journalistes. Donc, du point de vue de la liberté d'expression et du point de vue du droit de recevoir des informations, donc c'est pour ces problèmes-là qui peut concerner beaucoup d'entre vous pour les chiens ou pour les chats, eh bien, il y a un droit de recevoir des informations pour les associations de protection des animaux considérées comme des chiens de garde de la démocratie, ce qui suppose bien entendu que ces questions-là, ça relève de débats d'intérêt général. Et j'en terminerai par le plus remarquable, qui ne vient pas de la Cour européenne des droits de l'homme, et qui est un progrès considérable du point de vue de la prise en compte
de la sensibilité des animaux sauvages, c'est le rapport de l'organe d'appel de règlement des différends de l'OMC. L'OMC, c'est le commerce mondial, ça rigole pas avec les... Et c'est l'affaire produits dérivés du phoque. Il y a un règlement de l'Union européenne qui interdit l'importation et la mise sur le marché de produits dérivés du phoque compte tenu des conditions abominables dans lesquelles les phoques sont mis à mort avec le bâton exprès là, qui s'appelle je ne sais plus. Et donc le Canada notamment avait saisi l'OMC pour faire dire que cette interdiction c'était contraire aux grandes règles du commerce mondial. Et bien l'organe de règlement des différends a considéré que dans une certaine mesure cette interdiction était compatible avec les exigences du commerce international parce qu'elle participait à la protection de la sensibilité des phoques. Ce sont des animaux sauvages à ma connaissance, et que c'était lié à la protection de la moralité publique. Donc la protection des animaux, même sauvages, en raison de la sensibilité, y compris pour cette grande prêtresse des règles du libre-échange planétaire, c'est du côté de la morale publique. Est-ce que je peux faire beaucoup mieux pour vous encourager? Mais moi je suis pour rien, hein. C'est pas... En général, quand je suis souvent agressé parce que les solutions que j'expose heurtent, choquent ou dérangent, et j'ai l'habitude de répondre que c'est pas parce que le facteur apporte de mauvaises nouvelles qu'on est obligé de lui lancer des pierres. Mais là, si je vous apporte de bonnes nouvelles, je suis pour rien, c'est pas moi. Est-ce qu'il serait convenable que je vous remercie de votre attention et que je vous invite à poser des questions? Jean-Pierre Marionnot, merci pour cet exposé vivant. Et puis oui, il a même réussi à vous faire crier, vous voyez, c'est bien. Bon, alors maintenant, vous allez poser des questions. Et puis moi, je voulais vous dire une chose, c'est que l'article 515-14 du Code civil, le Code civil qui est quand même, j'allais dire, le plus noble de nos codes, les Français en sont très fiers, hein. Il date de 1804, on l'a un petit peu importé partout en Europe avec les armées de Napoléon. Et c'est la base de notre droit civil, l'article 515-14, qui ne figure pas dans le même titre, mais fait suite évidemment aux articles 515-9 et suivants. Et les articles précédents, juste précédents, ils ne protègent pas des animaux, non, ils protègent les femmes. Ils protègent les femmes, puis c'est une loi du 9 juillet 2010 sur les violences conjugales, qui sont codifiées aux articles 515-9 et 515-13, voilà, sur les violences faites aux femmes, juste avant, oui. C'est révélateur, hein, c'est intéressant. La transition est faite. Question. Question. Allez, posez-nous les questions que vous souhaitez, si vous voulez bien. Ah ben, qui donne la parole pour mais vous-même. Il n'y a pas un chauffeur de salle pour... Bon, alors, il y avait quelqu'un là-bas qui avait... Oui, moi, je voulais poser... vous compreniez bien l'excellent exposé que vous nous avez fait. Qu'est-ce qu'aurait apporté... Je n'ai pas lu, on a eu 75 pages de compte rendu sur l'amendement de Laurence Abeille, mais excuse-moi Gérard, je n'ai pas eu le temps de lire. Qu'est-ce qu'aurait apporté cet amendement? Qu'est-ce qu'il apporte par rapport à ce que vous nous avez dit de très pertinent sur l'amendement Glavany, qui finalement, à l'insu de son auteur, amène un progrès que vous jugez quand même considérable. Alors, nonobstant ce malentendu, comment vous positionnez l'amendement Abeille par rapport à l'amendement Glavany? Qu'est-ce qu'il apporte de plus? Et quelle est la difficulté actuelle du Parlement pour le faire valider? Puisqu'on entend dans les milieux qui sont les nôtres, ça n'a servi à rien, la loi n'est pas passée, elle a été rejetée, elle le sera par le Sénat si elle n'est pas par l'Assemblée nationale. Donc on est un petit peu dans dans ce désenchantement. Donc vous, comment vous analysez l'amendement de Laurence Abeille et puis le débat qui a eu lieu, qui est très contradictoire donc, au Parlement? Je voudrais contribuer à une œuvre de réenchantement parce que l'amendement Abeille a
été déposé et adopté par la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire. Il a été déposé après le vote en première lecture le 15 février 2014 de l'amendement Glavanny. Et si vous lisez l'exposé des motifs de l'amendement Abeille, il est très très bien fait. Il présente cette extension de la répression des actes de cruauté envers les animaux sauvages comme une conséquence logique de l'amendement Glavanny. L'amendement Glavanny reconnaissant que les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité, point, la conséquence logique que l'amendement Abeille proposait de dire et que la commission du développement durable avait accepté, c'est de protéger les animaux vivants doués de sensibilité que sont les animaux sauvages contre les actes de cruauté. Et ça a été... c'était passé, hein. Il y avait peu de chance. Madame Royal, hein, comme vous l'avez vu, a écarté, ou fait écarter ces aspects-là de la loi sur la protection de la biodiversité. Et bien moi, et elle a dit, j'ai lu, mais je n'ai pas relu avant de venir les débats parlementaires, il me semble bien que j'avais lu que Madame Royal avait rendu hommage au travail remarquable de Madame Geneviève Gaillard, dont j'ai cru comprendre que c'était son ennemi politique personnel pour des raisons immortelles. Enfin bref, elle a quand même rendu un hommage au travail remarquable de Madame Geneviève Gaillard en disant que là on était sur la protection de la biodiversité, que ça n'avait rien à voir avec la protection de la sensibilité de l'animal. Et puis moi je dis qu'il faut que tout le monde se mobilise pour obliger le législateur à se mettre en cohérence avec ce qui figure aujourd'hui dans le Code civil. Il faut qu'il y ait une proposition de loi Gaillard-Abeille le plus rapidement possible. Puisque Madame Royal a dit ben ça peut faire l'objet d'une autre loi, c'est pas pour la biodiversité, mais si c'est l'objet d'une autre loi, il la faut maintenant. Et pour tirer les conséquences logiques et inéluctables de cette affirmation. Mais ça, il faut en prendre conscience et je voudrais travailler au réenchantement en essayant de vous convaincre qu'il ne faut pas dire « Ah bah oui, ben, c'est pas passé ». Non, ça doit passer parce que c'est inscrit logiquement dans la première phrase de l'article 515-14 du Code civil. C'est inscrit, et ben, c'est pas la biodiversité, mais il faut que ça soit notre loi parce que c'est complètement intenable. Sur le plan philosophique, c'est intenable, parce que le Code civil et le Code pénal sont actuellement en contradiction. Le Code civil reconnaît, et c'est en effet une avancée considérable, que l'animal est un être vivant doté de sensibilité. D'accord. Mais le Code pénal n'en tire pas la conséquence, puisque seul l'animal tenu captif ou domestique est protégé pénalement. C'est là qu'il y a un problème. Actuellement, un tribunal condamne, et condamne souvent peu et mal, le type qui tire sur un chat ou sur un chien. Il est condamné. C'est un délit. C'est un délit correctionnel, le fait de tirer sur un chat ou de tirer sur un chien. Mais de tirer sur un renard, ça l'est pas. Pourquoi? Trouvez la logique. Est-ce que le renard souffre moins, ou le blaireau souffre moins que le chien? Non, il n'y a aucune raison, point de vue de la simple cohérence, de la simple logique, du simple raisonnement, pour opérer une distinction. Or, actuellement, la loi civile n'en opère plus. La morale, la philosophie n'en opère plus. Qu'est-ce qui en opère encore? C'est la loi pénale. Et pourquoi? Parce qu'évidemment, le jour où le fait de tirer sur un renard ou sur un blaireau deviendra une infraction pénale, vous imaginez les conséquences que ça représente. Voilà. Ah, là, c'est évident que vous avez les lobbies qui, évidemment, veillent au grain. Mais la cohérence est pour nous, si je puis dire. La cohérence est pour nous. Oui. La cohérence est pour nous, mais par contre les lobbies sont contre nous et la classe politique est ce qu'elle est. Relisant les débats parlementaires, je trouve ça savoureux, vous avez un député qui s'appelle Philippe Meunier, qui est député UMP, qui ironisait en disant « mais moi avec ma voiture, sur mon pare-brise, j'écrase des mouches. Alors bah, je vais tomber sous le coup de la loi. Je vais tomber sous le coup de la loi. » Oui, c'est de l'humour de beauf. Voilà, il faut bien, on a l'humour qu'on peut, hein. Bon,
Ah, il y avait madame et monsieur, mais en proposant, c'était madame Le Pas. Oui. Là, que vous avez évoqué tout à l'heure, vous faites marcher. On n'entend pas, Laurent Florence. Non, on va reprendre ta question, on va la reformuler. On a pas de micro. Nos amis de L214 qui récemment ont eu un procès face aux établissements volailles. Là, malheureusement ont perdu. Et en fait, ce sont des vidéos qui ont été tournées sur les conditions d'élevage de ces volailles, etc. Mais le fond même du problème n'a pas été débattu dans la décision qui a été rendue. Donc, est-ce que cet arrêt-là pourrait servir éventuellement à L214 pour éventuellement faire appel? Alors, cet arrêt-là peut servir à elle. Oui, oui. Donc la question était de savoir si l'arrêt Guzeva contre Bulgarie que je vous ai cité presque pour terminer pourrait servir à L214 dans son combat pour la conquête d'images et d'informations concernant le gavage. Alors, là, il faut faire très attention et il faut être très précis pour ne pas diffuser ou embarquer sur de fausses pistes. Je vous ai donné quelques arrêts de la Cour européenne de l'homme, mais je ne vous ai pas tous cités. Il faut distinguer le droit d'obtenir des informations et le droit de se procurer par soi-même des informations qu'on ne va pas donner. Pour le droit d'obtenir des informations, l'arrêt Guzeva est un atout. Mais j'ai précisé tout à l'heure qu'il n'était pas encore définitif, puisque lorsqu'il s'agit d'arrêt de chambre, il y a un délai de 3 mois pendant lequel on peut faire une demande d'appel devant une grande chambre. Donc je ne sais pas encore si cet arrêt va devenir définitif. Mais s'il devenait définitif, il se donnerait des armes fortes aux associations défense des chats des rues et autres pour obtenir des municipalités des informations précises sur la manière dont ces animaux sont capturés, exterminés, à qui ils sont confiés, etc., etc. Autre chose est la conquête par la ruse ou par la force d'informations qu'on ne veut pas donner, qu'il s'agisse de laboratoires, d'abattoirs, etc., etc. Là, il y a un arrêt important qui est l'arrêt Tierberfreier contre Allemagne du 16 janvier 2014 et qui, lui, est définitif et qui se rapporte davantage au cas de L214. Il s'agissait d'une association de protection des animaux qui avait fait embaucher un journaliste comme salarié d'un laboratoire et qui en avait profité pour prendre des images, filmer, et que l'association avait diffusé de manière à ce qu'on voit de quelle horreur il s'agit. Alors, c'est très importante votre question. L'association en question a utilisé ces images pour les diriger exclusivement contre ce laboratoire-là, avec lequel elle avait déjà eu maille à partir. D'accord ? Eh bien, la Cour européenne des droits de l'homme a donné tort à l'association. Parce qu'elle n'avait pas respecté ce que la Cour européenne des droits de l'homme appelle les règles de la bataille intellectuelle des idées. Les règles de la bataille intellectuelle des idées, ça suppose qu'il n'y ait pas de déloyauté, et ça suppose surtout qu'il n'y ait pas de harcèlement. Autrement dit, cette association-là aurait utilisé les mêmes images obtenues de la même façon pour dénoncer l'expérimentation animale en général. Et ça aurait été beaucoup plus efficace que d'utiliser ces images-là pour cibler ce laboratoire-là. Donc, pour... Vous dire que
214 aurait gagné à dénoncer dans son ensemble aurait gagné. Alors je ne connais pas suffisamment le fond de cette affaire, qui s'est jugé ou à la Roche-sur-Yon, quelque chose comme ça. J'avais vu passer l'affaire à l'époque, mais je ne connais pas suffisamment bien les données. Et maintenant, il n'y a pas très longtemps, bon, il faut d'abord savoir de quelle hypothèse ça relève. Il faut savoir aussi si le tribunal de la Roche-sur-Yon peut être au courant de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, ce qui n'est pas gagné. Non. Qui n'est pas gagné, mais c'est aux militants, à leurs avocats de faire connaître aux tribunaux qui sont saisis de l'existence de cette jurisprudence dont Gérard Charolois a démontré concrètement que ça pouvait aller jusqu'à faire changer une loi. Et bien c'est pas à négliger quand même. Il y a le droit, et puis il y a la sociologie, et notamment la sociologie judiciaire. Et je suis convaincu, d'abord j'en connais un petit peu, je l'ai rencontré quelques fois dans des relations extra-professionnelles, que les magistrats de La Roche-sur-Yon consomment du foie gras. Donc si vous voulez, comment un homme peut-il, qu'il soit magistrat ou autre, peut-il condamner une pratique que lui-même utilise d'une certaine façon? Alors vous savez bien que dans notre pays, il y a des choses, voilà, les magistrats, comme le reste, sont le reflet d'une société à un moment donné. C'est ce que j'expliquais, je crois, en début d'après-midi, sur la culture, et le fait que tout est culturel, et tout dépend des connaissances que nous avons à un moment donné de l'histoire. Donc, si vous voulez, actuellement, il y a une bataille des idées à gagner, c'est pour ça qu'on l'amène, cette bataille des idées, c'est à élargir le cercle de l'empathie. Le cercle de l'empathie, au début, c'était la famille, la tribu, la nation, l'humanité. Maintenant, on essaie de l'élargir à ce qui vit et à ce qui est sensible. Donc, à essayer de reconnaître, sinon des droits aux animaux, parce que vous savez, les renards, les loups, les blaireaux, ils se foutent pas mal des droits, finalement. Ce qu'ils demandent, c'est qu'on leur fiche la paix. Et donc, c'est la question du devoir de l'homme et de sa maîtrise absolue sur le vivant et sur la nature. On a acquis une maîtrise remarquable, tout dépend de l'usage que l'on en fait. Faisons-en un bon usage, et cette maîtrise sera bonne. Si on en fait un mauvais, ça va pas. Mais vous savez, le loup, il nous demande qu'on le laisse tranquille, qu'on le laisse vivre. Voilà, qu'on le laisse vivre. Il ne va pas saisir le tribunal, lui. Hein. Il ne demande pas à passer des contrats. Il faut faire beaucoup avancer les choses. Oui. On va faire un procès justement à ceux qui essayent de dénoncer les conditions d'élevage, de gavage, de tout ce que l'on peut des animaux, et qu'on ne fait absolument pas un procès aux personnes mêmes qui sont auteurs de cruauté. Tout à fait. Je veux dire que par-delà même le militant de la protection de la nature et des animaux que je suis, le juriste que je suis, se trouve heurté actuellement. Je le dis profondément, sincèrement et objectivement, et de manière impartiale, en tant que magistrat, de ce qui se passe dans les villes de corrida, où manifestement l'État, qui devrait être un État impartial, l'État de droit, l'État démocratique, qui garantit la liberté des uns et des autres. Je veux bien admettre, moi, j'admets le débat des idées, j'admets les contradictions d'une société, j'admets qu'il y ait des forces contraires à nous, c'est normal. Mais ce qui se passe actuellement, cette instrumentalisation de la loi contre des militants, que l'on va pourchasser, par exemple, parce qu'ils ont organisé une manifestation sans déclaration préalable. Ce que fait la FNSEA partout et à chaque instant, hein, dans toutes les villes. Il y a encore quelques mois, ils ont déversé du lisier, par exemple, devant la préfecture de Périgueux, et d'ailleurs. Bon, ces manifestations ne sont pas déclarées. Les manifestations spontanées, il y en a tous les jours en France des manifestations. Eh bien, on poursuit des militants qui n'ont tapé personne, qui n'ont frappé personne, qui n'ont rien dégradé, qui n'ont pas dégradé un bien, tout simplement parce qu'ils manifestent une opinion qui dérange. Et là, je suis tout de même préoccupé par ces deux poids, deux mesures. La République telle que je le conçois, mais là non plus en tant que militant, je parle en tant que magistrat. La République doit garantir la liberté d'expression des uns et des autres et doit garantir l'égalité face à la loi. Et là, elle ne l'est pas. Parce qu'il y a les textes, puis à la vie des textes, la pratique des textes. La pratique des textes. Et je dois dire que dans les affaires de tauromachie actuellement, nous assistons vraiment à une dérive préoccupante sur le plan des libertés. Les lois sont bafouées. Ouais, voilà. Les lois sont bafouées. Tout à fait.
C'est-à-dire les avocats, Oui, il y a un problème. Il y a un problème de droit. Un problème de droit. Les aficionados, parce que vous voyez du franc, là, on a un Oui. avocat qui défend Oui, mais pour les... c'est le bâtonnier du tribunal de Bordeaux. Oui, et le président du tribunal de Bordeaux est aficionado. Oui. Donc là, il y a un certain nombre d'éléments qu'on peut... face à ces magistrats-là, il y a l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme qui reconnaît le droit à un tribunal indépendant et impartial. Oui, oui, quand même des choses à voir de ce côté-là. Du point de vue pour la corrida, il y a un certain nombre de choses qui sont peut-être pas tellement correctes à exprimer, mais je crois qu'il y a une asymétrie quant à la maîtrise même de l'outil juridique. Je crois que les aficionados sont redoutablement armés du point de vue de la maîtrise de la technique juridique. Alors que de l'autre côté, c'est un petit peu plus aléatoire. Moi, j'avais écrit dans la revue semestrielle Droit Animalier un commentaire vengeur de la QPC anti-corrida, et j'en ai parlé avec d'autant plus de détachement qu'un des militants qui avait monté ce dossier et fait une thèse sous ma direction. Et je l'avais pris à partir en disant que c'est pas possible de s'y prendre comme ça. Parce que la QPC, qui a été transmise au Conseil constitutionnel et qui a donné le résultat que vous savez, c'est le plus beau cadeau qu'on ait jamais pu faire aux aficionados. Parce que jamais ils auraient pu rêver qu'on dise quelque part que leur pratique était conforme à la Constitution. Et puis à supposer même que l'article 521-1, je ne sais plus combien, ait été abrogé par le Conseil constitutionnel pour les raisons qui avaient été invoquées, eh bien on aurait très bien pu imaginer qu'en toute constitutionnalité, pour sauver la saison d'après, on ait permis les corridas sans limitation territoriale, ce qui fait qu'on aurait pu en avoir non seulement à Arles, à Béziers, au Dax, mais aussi à Limoges ou à Saint-Brieuc. Et là, il me semble qu'il y a à réfléchir sur les techniques juridiques qu'on met en œuvre, parce qu'il faut faire attention aux effets boomerang. Et quand on a affaire à des gens qui maîtrisent parfaitement l'outil juridique, eh bien, il faut être aussi bien équipé dans l'autre camp. Et c'est un peu l'objectif de la revue semestrielle de droit animalier, que de former de nouvelles générations de juristes qui seront plus chevronnés que les juristes de la FNSEA, de l'Office national de la chasse, etc., etc. Et des laboratoires. En matière de droit, que l'on nous donne un point d'appui et on soulèvera la terre. Mais il faut avoir un texte. Si on a un texte, on peut. Si on n'en a pas, malheureusement, il faut se tourner vers la politique et dire donnez-nous des textes. C'est pour ça que... Et il y en a là, maintenant. Il y a l'article 515. Voilà, oui, qui alors là, en effet, c'est un levier. C'est un levier. Pour la loi pénale, c'est un levier pour convaincre le législateur, Ouais. mais pour tout le reste, c'est un levier qui peut convaincre tous les magistrats. Et il n'y a pas que beaucoup de Gérard Charolois comme magistrat en France, mais il peut y en avoir d'autres. Et Les autres, ce sont les aficionados. Pas tous, mais les aficionados, c'est bien de... Le président du TGV de Ah oui, de d'accord. Bordeaux, Il n'y a pas que des aficionados, heureusement. Il y en a, oui, c'est vrai. le président du tribunal de... Oui, non, mais... Il y a eu un grand article. Encore 5 minutes. Oui, alors il y avait deux questions. Oui, juste une précision par rapport à ce que vous avez dit. Si j'ai bien compris, vous proposez de faire entrer les animaux comme évolution de notre droit dans une catégorie juridique qui serait intitulée les personnes techniques. Alors, est-ce que c'est une catégorie juridique qui existe déjà ou qui serait créée pour l'occasion?
Parce que, a priori, moi, ça me plaît pas bien ce terme-là. J'aime mieux animal, personne non humaine. Oui, et votre question, c'est... La question, c'est est-ce qu'elle existe déjà, cette catégorie juridique de la personne technique, ou est-ce que c'est créé, spécialement pour les animaux? Et l'article 515, si j'ai bien compris, il n'a pas encore été invoqué dans un procès. Et s'il l'était, est-ce que vous pensez que les juges l'interpréteraient tel que vous le dites actuellement? alors, il me reste combien de temps pour répondre aux deux questions? Un petit peu plus. Un petit peu plus, oui. Alors, je vais commencer par votre la question à vous. La catégorie des personnes techniques existe déjà. Elle n'existe pas pour les animaux, mais elle existe déjà. Pour ceux qui ont fait une année de droit parmi vous se rappellent sûrement de l'arrêt de la Cour de cassation de 1954 ou 1954, oui, qui s'appelait Comité d'établissement de Saint-Chamond. La question était de savoir si les comités d'établissement, à qui la loi de 1946 n'avait pas prévu d'accorder la personnalité juridique, alors qu'elle avait fait pour les comités d'entreprise, pouvaient être des personnes juridiques ayant des droits autonomes leur permettant notamment d'agir en tant que telles devant les tribunaux. Et ça, les enjeux sont considérables. Eh bien, la Cour de cassation, et la jurisprudence a un peu évolué depuis, mais c'est toujours à peu près la même idée, à considérer, mais c'est pas parce que le législateur n'a pas déclaré que les comités d'établissement étaient des personnes techniques qu'elles ne vont pas pouvoir le devenir. Ils le sont, les comités d'établissement, parce qu'ils ont un intérêt propre et parce qu'il y a des organes pour les défendre. Pour les animaux, on pourrait déjà, depuis 1959, pratiquement, tenir le même raisonnement. Ils ont un intérêt propre, puisqu'ils sont protégés pour eux-mêmes en raison de leur propre sensibilité, et il y a des organes pour les défendre sur la scène juridique, ne serait-ce que, d'après l'article 2-13 du Code de procédure pénale, les associations de défense des animaux déclarés depuis au moins 5 ans qui sont habilités à exercer des actions reconnues à la partie civile. Donc ça, techniquement, c'est tout à fait transposable. Alors ce que les personnes non humaines, je me méfie quand même un peu de l'assimilation pure et simple de l'animal, de n'importe quel animal, à l'être humain. Je considère que la personnalité technique, c'est un outil beaucoup plus souple et qui peut être beaucoup plus efficace. Et dans ce que je propose récemment dans le prolongement de mon oncle Lavally, c'est de demander aux législateurs de créer 2 statuts types de personnalité juridique, technique, l'un pour les animaux de compagnie, l'autre pour les animaux d'utilité économique, que les intéressés eux-mêmes auraient le choix de mettre en place ou non pour leurs animaux. Et je crois que, à notre âge, à l'heure qu'il est, ça serait une bonne manière d'amorcer les choses. Par exemple, ça permettrait pour les animaux d'utilité économique, il y aurait des droits, je ne vais pas vous dire tout ce que j'en ai écrit 40 pages là-dessus, je ne vais pas vous les infliger, surtout maintenant, mais ça permettrait par exemple aux éleveurs, comme il en reste encore quelques-uns à Limousin, de se distinguer très nettement de l'élevage industriel. De la vidéo d'un chat, je ne sais plus quoi, Oscar, pour qu'on en arrive à un an de prison. Que l'article 515-14. Oui, pour compléter votre réponse, si vous voulez bien, le droit pénal étant d'interprétation stricte, il est certain qu'on ne peut pas l'étendre actuellement aux animaux sauvages, malheureusement, malgré cet article. Donc le droit pénal ne va pas changer, puisque le code pénal n'a pas changé pour le moment. Mais je crois que c'est important parce que c'est une étape. Le droit, vous savez, ça évolue, moi je vois dans tous les domaines, le droit de la famille, en 30 ans ou 40 ans que je le pratique, a considérablement évolué, celui-là aussi. Et ce pas qui a été franchi est un pas important. Concrètement, pour être très concret, ça pourrait être utile dans certains domaines. Je pense, et Jean-Pierre Marguenot pourrait me confirmer aussi sur ce point, qu'en vertu de la hiérarchie des sources du droit, dès lors que la loi
reconnaît que l'animal est un être vivant doté de sensibilité, certaines associations pourraient saisir les tribunaux administratifs, le Conseil d'État, pour faire annuler certains arrêtés sur cette base-là, en disant mais cet arrêté, dans les domaines qu'on peut concevoir, par exemple des fêtes en dehors de ce que la loi prévoit comme dérogation, évidemment, écartons ce qui est des dérogations légales, mais s'il n'y a pas de dérogation, un arrêté qui autoriserait, par exemple, je pense aux fêtes du cochon dans certains endroits, hein, on peut se demander si on ne pourrait pas faire annuler des arrêtés autorisant ce genre de pratique en disant mais ils sont contraires à l'article 515-14 du Code civil, qui est un article de loi, donc qui est supérieur hiérarchiquement au règlement. Voilà. Donc ça peut être en effet une source d'évolution. Bon, mais enfin c'est une étape, vous savez. La vie c'est ça, hein, on évolue constamment. Oui, mais c'est important, et il est important de s'approprier ce nouveau texte, ce nouveau corps de dispositifs. À mon avis, il faut arrêter de supputer les intentions politiciennes de M. Lavani. Est-ce qu'on n'en a rien à faire? Maintenant, c'est voté, et le texte et la loi, il échappe complètement aux arrière-pensées de ses initiateurs, à supposer même qu'elles étaient mauvaises. Ce qui, à mon avis, n'est pas tout à fait. Mais ça n'a aucun intérêt. Maintenant, l'intérêt, c'est de dire que le texte existe. Il appelle des mises en cohérence et des dizaines et des dizaines de conséquences concrètes et qui ne se manifesteront pas du jour au lendemain, mais si tout le monde y croit, et si tout le monde plaide dans ce sens-là, forcément, ça aura des conséquences. Vous me demandez tout à l'heure si, je ne sais pas si un tribunal a été saisi déjà de l'article 515-14, mais il y aura un critère très simple pour savoir si la loi nouvelle a changé quelque chose. Il y a deux éditions du Code civil sur le marché, l'ITEC et DALOT, le Code bleu et le Code rouge, et sous chaque article, il y a les références jurisprudentielles qu'a entraîné l'interprétation de l'article. Eh bien, si dans 5 ans, sous l'article 515-14, il n'y a rien, ni dans le Code DALOT, ni dans le Code ITEC, ça signifiera que l'amendement de Lavani, c'était du vent. Si dans 6 mois, il y a déjà quelque chose, et à l'heure d'aujourd'hui, j'en sais rien. Et la première interprétation est importante, bien sûr, oui. La première interprétation est importante. Et pourquoi? Il faut mobiliser les associations, les magistrats, les avocats, pour que ce texte vive et pour que toutes ces potentialités soient déployées au fil du temps. Ça ne va pas se faire en 15 jours ni 3 semaines, et ça ne pouvait pas servir à ça. Il pouvait y avoir un texte visant très précisément une question, l'abolition de la corrida, l'interdiction du gavage, mais c'était autre chose. Là, c'est vraiment le cadre théorique général qui a été modifié et qui a été posé. Eh bien, il faut s'adapter à ce nouveau cadre théorique pour voir tout ce que ça peut permettre de changer. Intéressant. Voilà. Bien, écoutez, je crois que nous avons épuisé l'heure, en tout cas, on avait la réservation de cette salle. Je tiens à remercier Jean-Pierre Marguenot et mes chers amis, je tiens à vous remercier d'être venus. Et puis, sortez d'ici confortés et volontaires.